Ok, je suis en direct. Alors, il y a du monde ici sur Zoom. Hop. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit. Je vais profiter pour regarder si sur Facebook tout se passe bien. Ok, donc je suis en direct. Une petite note. Bonjour, je reviens sur Zoom, ça va être compliqué de jouer. Je ne sais plus comment je faisais la dernière fois. Comme ça. Pardon, je fais ma petite cuisine entre Zoom et Facebook. Hop, ça y est. Bonjour, bienvenue dans ce live Ma RH bien-aimée, le numéro 14. J'aurais jamais cru tenir aussi longtemps. Donc, numéro 14, session numéro 14 de Ma RH bien-aimée, la dernière avant les vacances. Et donc, moi, je suis Christelle de Cranes Avocats. J'accompagne les entreprises sur les thèmes des RH, du management et de la gestion du changement. Bref, on travaille en fait sur construire en fait les ingrédients propres au contexte de cette entreprise pour créer un cadre adapté et les conditions humaines et économiques pour leur activité, pour le développement de leurs activités. J'aide aussi des individus, donc toi, moi, donc que ce soit des personnes qui sont en transition professionnelle, qui soient entrepreneurs ou qui soient salariés, à mettre plus de plaisir, de sens et d'efficacité dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, en partant de qui ils sont. Et donc, Ma RH bien-aimée, c'est un rendez-vous hebdomadaire où je te parle RH, management et bien-être au travail. Le sujet du jour, donc aujourd'hui, je vais te parler de la question du management. C'est quoi un ou une bon manager? À quoi ça ressemble? Alors, je ne vais pas te faire je ne vais pas te faire ni un portrait robot du bon manager ou du manager idéal. D'ailleurs, personnellement, je ne crois pas qu'il existe. Euh, et je ne vais pas te faire non plus la liste des do's and don'ts, donc la liste de ce qu'un un bon manager est censé faire et un mauvais manager est censé ne pas faire. Et un bon manager est censé ne pas faire. Il y a plein d'articles qui existent sur le sujet. Je n'ai pas envie d'être redondante et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, le sujet qui m'intéresse d'aborder. Comme je l'ai dit dans le descriptif de la vidéo, je me suis interrogée, et d'ailleurs je t'invite à faire de même, je me suis interrogée sur, en fait, c'était quoi les caractéristiques communes à tous ces managers, toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, mais pas que, et qui m'ont inspirée, qui m'ont fait grandir, qui m'ont donné envie d'aller plus loin, de me dépasser. Je t'invite vraiment à faire ce petit exercice-là. Tu en apprends beaucoup sur toi, tu en apprends aussi sur les autres et ça te donne des idées de choses que tu peux tester ou en tout cas injecter en adaptant à qui tu es. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ce que je vais te partager dans ce live, c'est plutôt ce qui, selon moi, fait la différence quand on est en posture de manager. Et je te ferai une petite parenthèse à la fin sur en quoi la méta peut aider justement, peut contribuer à améliorer ta posture, ou en tout cas ta façon de manager. Si tu ne le sais pas, la méta, c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements. C'est un outil de connaissance de soi qui permet en fait, qui a l'originalité et l'audace de faire le pont entre ta personnalité, tes talents et ton apparence physique. Et du coup, en connaissant ton profil méta, tu as entre les mains des cartes, en tout cas, tu les as entre les mains, des cartes donc, qui te permettent de mettre plus de toi
dans ce que tu fais et du coup en connaissant mieux tes besoins, tes fonctionnements, de pouvoir adapter ta pratique professionnelle, et de faire des choix plus éclairés, plus ajustés par rapport à qui tu es. Voilà, ce que je voulais dire en petite intro. Je vais boire un petit coup. Je vais regarder sur Facebook en même temps parce que j'ai l'impression que le débit est pas extraordinaire. Ah si, ça va. Pardon. Donc du coup, déjà, avant de me jeter dans le vif du sujet, j'ai une question, donc je te la pose et n'hésite pas à me répondre, en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom ou si tu me regardes en replay. C'est quoi déjà un manager? Avant même de rajouter l'adjectif «bon», c'est quoi un manager? C'est quoi manager? Parce que moi, ce que j'ai observé, dans mes expériences en entreprise, c'est que souvent un manager, on devient manager par la voie de l'expertise. C'est-à-dire qu'on est très bon dans son domaine, on est un expert sur son créneau, on devient un référent, sur un sujet donné dans l'entreprise et puis, en fait, on considère que ça suffit pour, du coup, heu, encadrer, superviser une équipe, comme si le fait de devenir, maître Yoda, en fait, sur, tel ou tel sujet suffisait à encadrer, une équipe de, mini experts ou en tout cas, bref, une équipe sur le sujet donné. Personnellement, être manager, pour moi, ça va au-delà de ça. Je regarde s'il y a des petites réponses, en même temps. Hop, OK, pas de réponse pour le moment. Ah si, je crois qu'il y en a une ici. Ah, bonjour Pascal me dit. OK, bonjour Pascal. Donc du coup, donc alors du coup, pour moi, qu'est-ce que c'est être un manager? Mais en fait, heu, manager une équipe, c'est, animer un groupe, et donc l'amener vers des objectifs et par ce chemin-là, en faire une équipe. C'est-à-dire que, au départ, on a un groupe de personnes, une communauté de personnes et le manager, par son action, à la fois il amène ce groupe vers des objectifs qui ont été définis au préalable, mais aussi il en fait une équipe. Alors du coup, c'est quoi une équipe? Je fais très clairement un parallèle en fait avec, les sports collectifs ici. Heu, En fait, une équipe, pour moi, c'est un collectif qui mutualise des talents individuels au service pour atteindre un objectif commun et pour moi, c'est ça qui fait l'équipe. C'est quand on a cette convergence, en fait, vers, l'objectif commun. S'il n'y a pas ça, enfin, comment dire? C'est ça qui fait le ciment de l'équipe et s'il n'y a pas ça, en fait, ça plus les valeurs, s'il n'y a pas ça, ça reste un groupe d'individus, en fait, qui sont rassemblés dans un contexte ou pour une raison particulière, mais il n'y aura pas, en fait, comment dire? Oui, ça ne sera pas solide et ce ne sera pas, il n'y aura pas cette émulation qui va prendre, au sein de l'équipe. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses de ma définition, du manager. Donc ça veut dire du coup que le manager est comme un chef d'orchestre qui, heu, qui va en fait qui est là pour animer chaque artiste individuellement, tout en s'assurant en fait et de telle sorte que, la performance collective qui du coup est un peu plus que la somme, des performances individuelles, soit à la fois de qualité et soit dans le bon timing. C'est-à-dire que ça ne donne pas une cacophonie, quoi.
Hem, alors, une fois qu'on a dit ça, ce serait quoi en fait les responsabilités et des qualités en fait, qui font la différence chez un manager? Pour moi, ce que je déduis de ma définition, de cette première définition du management, du manager, c'est que le manager est garant du cadre. Donc déjà, c'est quoi le cadre? Deuxième définition, c'est quoi le cadre? Ben, en fait, le cadre, c'est les règles de fonctionnement de l'équipe, les limites qui sont posées pour ben, l'activité qu'on va réaliser ensemble. Donc, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, ce qui rentre en fait dans le champ de ce pourquoi on est là et ce qui ne rentre pas dans ce champ-là. Du coup, les outils, les ressources et les moyens aussi que l'équipe a à sa disposition pour atteindre les objectifs. Et donc, si tout ça, c'est le cadre, le manager est responsable de le définir, mais aussi responsable de ce qui se passe dans ce cadre. Euh, je vais enfin, tu comprendras tout à l'heure pourquoi je précise ça. Et du coup, en gros, le manager pose les règles du jeu. Idéalement, elles sont claires. Les règles du jeu claires pour tout le monde et acceptées par tout le monde. Euh, C'est comme si, et j'insiste vraiment sur cette notion de cadre, pour moi, c'est la base, dans le sens où quand tu joues à un jeu, si tu connais pas les règles, comment tu peux jouer en fait? Comment on peut dire que quelqu'un a gagné? Comment tu peux dire que tu passes de l'étape A à l'étape B si tu ne connais pas les règles? C'est exactement la même chose en entreprise. Si on ne définit pas le cadre, si on ne pose pas les règles du jeu, et qu'elles ne sont pas acceptées en plus par tout le monde, on ne peut pas jouer en fait. Donc c'est vraiment, en tout cas moi, ça me paraît vraiment essentiel. Et donc, du coup, l'une des premières qualités que j'identifie chez un manager, c'est cette notion d'autorité dans la co-construction. Donc, à la fois l'autorité, parce qu'au final, c'est lui le chef d'orchestre, donc c'est lui qui a le pouvoir de décision, mais cette idée aussi de co-construction, donc qui sache impliquer et rassembler autour de lui de façon à ce que justement les règles qui vont être fixées dans le cadre soient acceptées et valables, valides pour tout le monde. Euh, et donc quand je dis impliquer, ça veut dire rendre responsables et autonomes les membres de son équipe par opposition à rendre passifs et dépendants. Euh, du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur quand j'insistais sur le fait que le manager est responsable de définir le cadre, mais aussi de ce qui s'y passe. Quand je parle de ce qui s'y passe, c'est à la fois du coup les, euh, les résultats qui vont être obtenus par l'équipe, mais aussi le bien-être de cette équipe. Parce que obtenir des résultats, mais avoir une équipe qui est sur les rotules, je ne suis pas sûre que ce soit le signe d'un bon manager. De la même façon que avoir une équipe qui semble se porter très bien, mais qui n'obtient pas les résultats attendus, pareil, je ne suis pas certaine que ce soit le signe non plus d'un bon management. Alors, comment on obtient, en fait, pour taper sur les deux, en fait, aller sur le bien-être, mais aussi les résultats. Mais il y a deux choses que j'ai identifiées, en tout cas chez les managers que j'ai côtoyés. Tu me diras d'ailleurs si ça te parle et si toi aussi ça fait partie des choses que tu as identifiées. La première chose, c'est le courage. Courage de savoir dire oui, savoir dire non, et les deux fois pour de vrai. Qu'est-ce que j'entends par savoir dire oui pour de vrai? C'est-à-dire, quand je dis à mon collaborateur que je lui confie telle ou telle activité, c'est pour de vrai, c'est pas pour venir le micromanager et checker toutes les 2 secondes qu'il a bien fait comme moi je voulais que ce soit fait, etc. Non, je lui ai donné les clés en fait. Donc, c'est à lui de se débrouiller. Donc, c'est un vrai oui.
c'est un oui de confiance. Et pareil, savoir dire non pour de vrai, hem, c'est savoir, rester droit dans ses bottes, et assumer en fait sa posture. C'est savoir dire non pour faire grandir l'autre, pour laisser de la place à l'autre. Tout ça pour moi, ça fait, c'est la marque d'un vrai manager en fait. D'ailleurs, plus qu'un bon manager, j'ai plutôt envie de parler d'un vrai manager. La deuxième chose que j'associe à la notion de courage ici, c'est faire sans savoir. Quand je dis faire sans savoir, c'est sans savoir, quels seront les résultats, sans savoir si, c'est la bonne chose à faire dans le contexte. Un vrai manager, en fait, il sait prendre des risques, il sait, et les assumer ensuite par la suite et les assumer ensuite. C'est-à-dire que, on la vie, la vie en entreprise, c'est un contexte, où on est amené à fonctionner sans filet et du coup, attendre que tout soit clair, toutes les conditions soient réunies pour pouvoir, prendre une décision ou, laisser de la marge de manœuvre à son équipe pour travailler, c'est comme on dit chez moi, c'est un espoir mal papaye, c'est-à-dire un espoir qui ne va pas se réaliser. Donc, le signe d'un vrai manager, pour moi, l'un des signes d'un vrai manager, c'est une personne qui sait faire sans savoir, donner des instructions sans savoir si ça va vraiment fonctionner. Troisième chose, savoir dire ce qui va et ce qui ne va pas, donc savoir faire des feedbacks. On parle souvent de la règle du, 2, 2 choses positives pour une chose négative ou 3 choses positives pour une chose négative. Bon, j'y ai adhéré pendant très longtemps, mais je pense que quand on est aligné, et quand on a construit une vraie relation de confiance, on n'a pas besoin en fait de rentrer, dans ce genre de calcul, qui biaise en fait, la réalité de ce qui se joue dans la relation. Et la dernière chose, par rapport à cette notion de courage, c'est savoir séparer les émotions des faits. Heu, Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, faire comme si les émotions n'existaient pas, bien au contraire. Mais l'idée c'est, de ne pas, se laisser téléguider, par les émotions, d'éviter de tomber, dans un management, alors j'allais dire paternaliste, mais même si je c'est pas exactement ça, mais un management où en fait la relation est guidée 100 par les émotions, où on cherche à se rassurer par rapport à ce qui se joue, plutôt que de faire face en fait, et de poser les choses factuellement. Hem, En fait, ça permet de démêler et de savoir exactement, enfin à peu près en tout cas, de savoir exactement ce dont on parle. Quand on fait un feedback et qu'un manager dit: «Ben là, je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait pour telle et telle raison», telle et telle raison, elle est factuelle, en fait. C'est pas, «J'avais envie que, machin». Là, on tombe dans quelque chose qui est mouvant et sur lequel on peut difficilement s'appuyer et qui, ouvre la porte à des choses qui seront compliquées à gérer, par la suite. Ah! Je t'entends mal de mon côté. Alors, je vais voir si on entend ça. Ouais, je lis le commentaire de Pascal. Hem, J'essaie de faire au mieux de mon côté, je partage ta définition. OK. Le souci, c'est que quand on a un groupe de 10 personnes à manager avec des missions différentes, pas simple d'en faire une équipe. J'écoute attentivement, merci pour ce live, c'est ma première expérience. OK, ah bah oui, waouh, 1re expérience, 10 personnes à encadrer, effectivement, c'est un sacré challenge.
À ce moment-là, on refait un point à la fin du live pour voir si, les pistes et les clés que j'ai partagées t'auront donné, voilà, t'auront parlé. Hem, alors, du coup, je me suis perdue sur mes notes. Oui, la deuxième chose, donc j'ai parlé du courage, en première chose, première qualité, qui me semblait essentielle chez un manager. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est l'exemplarité. Alors on se calme, on va redescendre. Quand je parle d'exemplarité, tout le monde, enfin même moi, je sens que limite, il y a un truc sur les épaules, pression, de faire comme il faut et cetera. Mais c'est pas du tout ce que j'entends par exemplarité. Quand je dis exemplarité, ce qui me vient, c'est faire ce qu'on dit, faire ce que je dis et dire ce que je fais. Par opposition à faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hem, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est, ne pas faire à la place de. C'est-à-dire, hem, laisser assumer, comment dire? Quand, par exemple, tu encadres une équipe, donc tu as confié une mission à un de tes, collaborateurs et il y a un loupé par rapport à cette mission. On peut être tenté, d'aller rattraper la bourde, à la place du collaborateur, mais je ne pense pas que ce soit constructif, ni pour toi, ni pour le collaborateur. Donc c'est en ça que je dis ne pas faire à la place de, laisser assumer en fait les loupés et en fait, être en support pour construire une solution, pour trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde et qui fonctionne cette fois-ci. C'est typiquement, en fait, quand je parle d'exemplarité dans le management, c'est typiquement charité bien ordonnée commence par soi-même. J'adore les proverbes. Charité bien ordonnée commence par soi-même, par opposition à cordonnier mal chaussé. Voilà, je ne sais pas si c'est du coup, si c'est plus parlant comme ça, mais souvent on va parler de bienveillance, de gentillesse, d'exigence avec, on imagine très vite en fait des choses, très cadrées et très rigides par rapport à ces mots-là. Oui, pour moi, un vrai manager est exigeant vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis de son équipe. Oui, il est bienveillant. Alors bon, on pourra avoir, des définitions différentes du mot bienveillance et cetera et cetera. On peut trouver plein de qualités. Mais du coup, pour moi, l'exemplarité, c'est, et qui vient couvrir tout ça, c'est je m'applique à moi d'abord, en fait. Par exemple, quand on parle de bienveillance, on va dire, souvent, oui, ben, un manager, se doit d'être bienveillant. Il doit demander, par exemple, à ses collaborateurs de se déconnecter, donc de couper, en fait, quand on parle de droit à la déconnexion par rapport au travail, souvent, c'est, de couper, du travail quand on est chez soi, donc ne pas regarder ses mails si on a un téléphone pro ou si on a un ordinateur professionnel qu'on a ramené à la maison, ne pas ramener de travail à la maison et cetera. Quand moi je parle d'exemplarité, ce que je dis, c'est qu'un manager doit être attentif à ce qu'il fait, en fait. Est-ce que lui, il ramène du travail à la maison? Est-ce qu'il répond à un SMS, avant le petit déjeuner? Est-ce qu'il, oui, est-ce qu'il envoie un mail, tard le soir et cetera. Pourquoi il doit être attentif à ça? Parce que si derrière il dit, il demande à ses collaborateurs de faire de rentrer dans le cadre de cette déconnexion, de ne pas envoyer de mails pendant qu'ils sont en congé, de ne pas checker leurs mails quand ils sont en congé ou en week-end et cetera. Est-ce que lui, il le fait, en fait? Ça me fait penser, un poème que j'avais appris quand j'étais quand j'étais petite. «L'enfant apprend par l'exemple». Alors non pas que je considère que les collaborateurs soient les enfants de managers, mais le principe est le même en fait. L'enfant apprend par l'exemple et donc attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et en fait, quand on est authentique, on s'applique d'abord à soi en fait.
ce qui nous paraît essentiel. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile, en plus, beaucoup plus défendable quand nous-mêmes, on est une preuve vivante de ce qu'on dit. Euh, alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est le proverbe créole ça qui pas bon pour soi, pas bon pour qu'on a. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais c'est cette idée que si c'est pas bon pour toi en tant que manager, et si tu ne le fais pas pour toi en tant qu'individu, même si tu es manager, je vois pas comment tu peux le demander à l'autre en face, à ton collaborateur. Euh, du coup, qu'est-ce qui fait réellement la différence selon moi entre un vrai manager et un manager qui marque, qui va te, ouais, qui marque son équipe et qui rassemble, qui fait vraiment d'un groupe une équipe. Euh, Ben, moi, ce que j'ai constaté dans mon expérience, l'ingrédient en fait qui a fait la différence pour les managers que j'ai vraiment, avec qui j'ai vraiment appris et avec qui je me suis vraiment dépassée, c'est le fait qu'ils se connaissaient bien, qu'ils se connaissaient bien. Alors quand je dis bien se connaître, c'est cette capacité à bien se connaître, bien connaître son environnement, bien connaître son équipe pour mieux, en fait, créer du lien ou pour créer du lien, mais un lien qui est sain. Quand je dis bien se connaître, effectivement, c'est connaître son contexte, connaître les gens, les enjeux pour pouvoir naviguer, en fait, pour pouvoir savoir sur quel ressort on peut s'appuyer. Euh, et ça veut dire aussi que c'est aussi pour ça qu'en fait, je ne crois pas en cette idée d'un archétype du manager idéal qui serait comme une recette en fait qu'on peut décliner, quelles que soient les entreprises, quels que soient les contextes. Je ne crois pas que ça existe. Il y a des qualités qui, selon moi, sont primordiales et qu'on retrouve en fait chez tous les vrais managers. Euh, mais c'est pas une recette inratable en disant ben, tu mets une cuillère à soupe d'exemplarité et 2 cuillères à soupe de courage et ça fonctionne. Non, c'est pas aussi précis. Enfin voilà, c'est pas aussi précis, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, bien se connaître, c'est aussi se connaître soi, mais c'est aussi connaître son équipe, les autres, connaître en fait nos besoins, notre fonctionnement et leur fonctionnement à eux. Euh, à quoi ça sert en fait de connaître ça? C'est en fait avoir une connaissance et une expérience aussi précise de ce dont on a besoin pour se sentir bien, donc la case bien-être, mais aussi pour pouvoir exprimer son plein potentiel, c'est-à-dire être performant, rester concentré, rester focus sur les objectifs. Et en fait, ça, si on ne se connaît pas bien, si on ne connaît pas son équipe, c'est-à-dire les forces en présence, ça va être difficile de naviguer en fait et de savoir quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Typiquement, j'adore parler de cet exemple-là. C'est ce que Phil Jackson fait avec Dennis Rodman chez les Bulls. Donc, je ne sais pas si tu as vu comment ça s'appelle la série documentaire Save the Last Dance. Chaque fois, j'ai envie de dire Save the Last Dance, qui est un film romantique qui donc n'a rien à voir. Mais donc, The Last Dance, donc la série documentaire qui est passée, qui est toujours accessible sur Netflix, et qui parle en fait de l'épopée de Michael Jordan chez les Bulls. Et donc Phil Jackson, le coach de l'équipe, adapte en fait sa façon de travailler à qui est Dennis Rodman. Il a bien compris que Dennis Rodman, il avait besoin de se sentir libre, qu'il avait besoin comment dire, plutôt que de le juger, il va rendre sa méthode un peu plus flexible pour Denis, de façon à pouvoir
utiliser en fait, utiliser les talents de Denis parce qu'il a compris la valeur qu'il représentait pour l'équipe. Et donc c'est exactement ça en fait. Il connaît son objectif, il connaît son collectif, il connaît les acteurs dans son collectif et en fait, il adapte, sa façon de faire pour cette personne-là, de façon à pouvoir lui permettre, de façon à créer en fait les conditions, dans lesquelles cette personne-là peut exprimer son potentiel. Et effectivement, je rebondis, par rapport aux commentaires de Pascal. Effectivement, c'est absolument pas simple à faire, mais c'est pas, c'est pas impossible déjà et la deuxième chose, c'est, ça tient à peu de choses, en fait. Je t'invite vraiment à regarder, je sais plus quel épisode c'était, mais à regarder la série parce que, voilà, ça tient à peu de choses. Ça peut être, accepter que cette personne-là, démarre un peu plus tard, dans la journée et cetera et effectivement, ça me fait penser à autre chose, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser qu'il faut traiter tout le monde de la même façon dans une équipe. Moi, je ne crois pas que ce soit adapté ni juste, dans le sens où, ben, personne n'est pareil. Donc, imaginer que le, le manager puisse traiter exactement de la même façon tous les membres de son équipe, c'est pas possible. Par contre, dans, ce que je disais tout à l'heure, dire ce que je fais, faire ce que je dis, il appartient au manager, en fait, de poser dans son cadre qu'il ne va pas traiter tout le monde de la même façon. Ça permet, en fait, de lever les objections, d'éviter les tabous et les soupçons de favoritisme et cetera, puisque, en fait, c'est posé, c'est explicite. Et par rapport au fait de bien se connaître et de connaître son équipe, c'est aussi ce que la méta dont je parlais tout à l'heure, en introduction, je crois. La méta, en fait, permet de connaître ses besoins, de connaître ses fonctionnements, donc comment on va raisonner, comment on va voir le monde, quels sont nos rythmes, et cetera. Et en fait, en connaissant tout ça, ça permet de se connaître, je ne sais pas si Pascal m'entend, de se connaître intimement, mais ça permet aussi, quand on est manager et qu'on connaît les profils méta de son équipe, ça permet aussi en fait de savoir en fait avec quel talent, quelles ressources on travaille, quelles sont les forces en présence. Voilà ce que je voulais partager à ce stade. Je regarde s'il y a des questions, il y a des commentaires avant de continuer. Alors, non, pas de questions pour le moment sur Facebook. Voilà. Ok. Donc, comme chaque semaine, les mots-clés. Donc oui, il y en a 3. Les mots-clés avec lesquels j'aimerais que tu repartes par rapport à ce thème du management. Le premier mot-clé, par quoi je vais commencer? Le premier mot-clé, c'est le temps. Le temps, dans le sens où, alors pour rester fidèle à la tradition des proverbes, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc il faut du temps pour construire une relation de confiance. Ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain et en un claquement de doigts. Donc du temps, de l'énergie, de la détermination pour pouvoir pas à pas, jour après jour, construire une relation de confiance avec ses collaborateurs. Du temps pour construire un cadre adapté, ajusté, euh, adapté au contexte, adapté à l'équipe en face de soi, adapté à soi aussi en tant que manager. C'est-à-dire, quand je dis qu'il faut du temps, c'est plusieurs essais en fait. Ben, on va tester comme ça, on se fait un débrief avec l'équipe en plus,
puisqu'ils sont contributeurs, ils sont concernés directement. Donc, avec l'équipe, et on fait le point, on se rend compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et du coup, on peut ajuster. Du temps aussi pour trouver la posture adaptée. Donc c'est pareil que pour le cadre, quand je mets un peu plus d'autorité, je me sens à l'aise en fait avec ça. Et comment le reçoivent mes collaborateurs, ça permet ensuite d'ajuster la posture adaptée pour une équipe, pour un contexte. J'en reviens encore à cette idée de recette standardisée. Ça ne fonctionne pas, c'est de l'humain. Ça ne peut pas fonctionner en fait. Le deuxième mot-clé, c'est la transparence. Transparence dans le sens de vulnérabilité et être vrai, être authentique. Souvent, quand on parle de vulnérabilité, on pense faiblesse. Moi, je pense que en fait, faiblesse et puissance sont les deux faces d'une seule et même pièce. Je m'explique. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué à ce que tu ressens, ce qui se passe en toi, et ce qui est visible très souvent pour les autres, quand tu touches à ce qu'on appelle la zone de génie. C'est-à-dire ce moment où tu fais des choses sans savoir d'où ça te vient, et en ayant plaisir à le faire et en le faisant de façon très pointue et très efficace. Euh, on va dire que c'est comme ça qu'on pourrait définir la zone de génie. Mais quand tu es dans ce type de moment-là, cette fameuse zone-là, en fait, tu as nu, tu as découvert, parce que tu n'es pas en train de calculer, tu n'es pas en train de réciter quelque chose que tu aurais appris. Non, tu es pleinement toi, en fait. Et ça, c'est quand tu es dans ta pleine puissance, dans ton plein potentiel, mais tu es aussi vulnérable, en fait, dans ce moment-là, parce que il y a plein de choses que tu ressens. Tu peux aussi être touché, voire ému en fait de découvrir ce genre de choses chez toi. Et ça, c'est de la vulnérabilité en fait. Euh, et t'autoriser, accepter d'aller vers cette zone-là, c'est te rapprocher de la meilleure version du manager qui sommeille en toi. Mais c'est aussi, et c'est là que c'est intéressant, c'est aussi donner le droit, donner la permission à ton équipe, à tes collaborateurs de faire la même chose, de faire de même. Donc en fait, c'est par effet miroir et ça démultiplie le premier effet, c'est-à-dire que toi, tu as mis en place quelque chose ou tu as touché quelque chose chez toi et par effet ricochet et par effet miroir, ça vient débloquer ou oui, libérer quelque chose dans ton équipe et chez tes collaborateurs. Le troisième mot-clé, ouais, il y a Pascal qui me dit cet effet miroir me parle, mais c'est totalement ça en fait. T'autoriser, débloquer quelque chose chez toi par effet miroir et par effet ricochet, ça va venir au minimum titiller ou toucher quelque chose chez la personne en face. C'est impossible qu'en tant qu'être humain, il n'y ait pas quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça va tout débloquer, mais à force, ça peut lever des blocages. Donc, troisième mot-clé, le mot courage. Parce qu'on vient de parler de vulnérabilité à l'instant, il en faut déjà un minimum pour accepter de se mettre dans ce type de situation, dans ce type de zone. C'est aussi du courage pour sortir du standard, pour faire à partir et avec les forces en présence et non malgré qui tu es, malgré qui est ton équipe. Et du courage aussi pour faire à ta façon sans avoir une méthode brevetée, estampillée, on sait que ça va marcher. Euh, c'est quand j'ai fait le live sur la méta, je parlais du fait que que ce ne soit pas une méthode prouvée scientifiquement. C'est pareil. Quand tu manages, c'est toi qui manages, c'est toi qui es à la barre. Et du coup, tu fais du toi, tu fais à ta façon. Il n'y a pas une méthode
qui soit estampillé, ça va marcher et tous les managers l'approuvent, quoi. Ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et justement, la marque des grands managers, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés, ce n'est pas justement une méthode, ce sont pas ceux qui appliquent les yeux fermés une méthode, standard. Non, au contraire, en fait, ce sont ceux qui s'autorisent à aller assumer et à aller prendre, en fait, qui ils sont et à l'injecter dans leur façon de travailler, dans leur façon de guider les hommes et de guider leur équipe. Et c'est ça qui fait leur différence à eux. J'espère que tout ça, ça te parle et que tu repars avec des clés. D'ailleurs, dis-moi, en commentaire avec quoi tu repars. S'il y avait une chose, que tu retiens de ce live, ce serait quoi? Ouais. Et je voulais dire, parce que c'est le dernier live de la saison avant les vacances, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont suivi pendant les lives depuis le début. Donc là, j'avais commencé pendant le confinement. Donc merci à ceux qui ont partagé les lives, qui ont commenté, qui m'ont posé des questions. C'est vraiment, enfin pour moi, ça a vraiment été un plaisir d'animer ces lives-là. Du coup, je reviens à la rentrée et d'ailleurs, dis-moi s'il y a des sujets, des thèmes, des questions que tu te poses et que tu aimerais que j'aborde pendant les lives Ma RH bien-aimée. Et puis pour finir, si tu as envie de faire bouger ta posture de management, si tu veux lever des blocages qui t'empêchent, en fait, qui te ralentissent dans ton évolution professionnelle, ou si tout simplement tu aimerais savoir comment la méta peut t'aider dans ton évolution professionnelle, bah, écoute, n'hésite pas, contacte-moi et on prendra le temps de discuter de tout ça, ben, sur Zoom, ou au téléphone et c'est un rendez-vous qui est gratuit et sans engagement. Donc tu n'as rien à perdre, contacte-moi, on en discute et on verra comment on peut travailler ensemble. Du coup, je vais regarder des questions, commentaires de Pascal qui me dit: «C'est bien vrai parce que ce que nous apprenons en formation est parfois en décalage. Oui. Je retiens que je dois adapter mon management à chaque collaborateur et que je dois apprendre à connaître chacun d'abord. Je reviens vers toi pour la méta. Super. D'ailleurs, oui, je dois te contacter moi aussi. Donc, c'est très bien. Ok, ben, nickel. Je suis contente que ça t'ait apporté quelque chose, Pascal. Alors, je regarde du côté de Facebook. Est-ce qu'il y a des commentaires? Nope. Pas de commentaires sur Facebook. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, merci, merci Pascal d'avoir été là. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un sur Zoom avec moi. J'ai vu qu'il y avait du monde aussi sur Facebook. Donc, merci à toi qui étais sur Facebook. Merci à toi aussi qui me regarde éventuellement en replay. Ben, n'hésite pas à me partager avec quoi tu repars en commentaire, même après coup, et à me contacter si tu as des questions. On en discute tranquillement sur Zoom ou par téléphone. Pardon. Je ne serai pas plus longue. Merci encore. Bonnes vacances si tu peux en prendre et à très vite. Bye.